Nous sommes donc en Chine, à Guangzhou. Avez-vous eu le temps de visiter Guangzhou? La première chose que les hôtes ont montrée est donc le succès de leurs réformes, dont le symbole est la ville de Guangzhou elle-même, parce qu'il y a 40 ans, disons, la ville avait l'air complètement différente d'aujourd'hui. C'est une métropole moderne et en principe, la partie chinoise a établi ce symbolisme en organisant une réunion à Guangzhou pour montrer les résultats exceptionnels qui peuvent être obtenus si la paix règne dans le pays et qu'un programme de réformes économiques est mis en œuvre. Vous savez, la question était simplement de savoir si cela diminuait l'importance de la visite de l'Ukraine, c'est-à-dire si Xi Jinping rencontre Poutine à Pékin et que vous vous rencontrez à Guangzhou, est-ce un bon ou un mauvais signal pour l'Ukraine? Je pense que, tout d'abord, c'est le signe d'une attitude attentive, parce que nous avons aussi une telle pratique. Je suis toujours heureux de faire sortir les ministres des Affaires étrangères d'autres pays de Kiev. Même avant la guerre, nous l'avons introduit. Et quand on décide d'inviter un ministre d'un autre pays qui n'est pas dans la capitale, c'est toujours une décision personnelle du ministre, parce qu'il faut s'entendre avec lui. Et deuxièmement, il y a 4 villes en Chine où se déroulent des négociations au plus haut niveau. Guangzhou est l'un d'entre eux. On peut dire qu'il s'agit d'une vitrine du progrès économique de la Chine. Eh bien, la secrétaire au Trésor des États-Unis d'Amérique est venue, elle a été reçue à Guangzhou. Il y a eu des négociations ici. Bon, je ne pense pas qu'il voudrait envoyer un signal aux Américains à propos d'une sorte de secondaire, elle ou de visite, en l'invitant à Guangzhou, donc ne cherchons pas de problème là où il n'y en a pas. Lorsque les gens parlent de cette réunion, ils disent toujours qu'elle n'a pas eu lieu au début de l'invasion et qu'il n'y a pas eu de réunion de ce type pendant 12 ans. Précisons que pendant 12 ans, il n'y a pas eu de visite bilatérale du chef du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine en Chine. Et en effet, pendant 2 ans et demi, il n'y a pas eu de réunion à grande échelle des ministres des deux pays. Nous avons parlé au téléphone pendant la guerre. Nous avons eu des réunions en marge des événements internationaux. Mais de cette façon, pour nous asseoir à fond de A à Z et parler de tout et avoir la conversation la plus franche quand personne n'est pressé, c'est la première fois et c'est aussi un signal politique que la Chine est soi-disant mûre pour qu'une telle conversation ait lieu. Cela a duré plus longtemps que prévu, c'était très franc et il était très important pour nous de dire de première main la vérité sur la guerre et notre position sur la formule de paix à nos partenaires chinois. Les diplomates chinois ont-ils qualifié la guerre ukrainienne de guerre dans cette conversation? Non, ils s'en sont tenus à leur terminologie, la crise ukrainienne, et nous nous en sommes tenus à notre terminologie, l'agression russe contre l'Ukraine. En pensant à cette réunion, je me suis demandé si la rhétorique de la Chine avait changé, si elle avait changé de mots, ou si ses formulations concernant l'Ukraine avaient changé. Le changement de ces formulations peut intervenir à la fin du processus, et nous en sommes au stade initial. Qu'attendiez-vous de la réunion il y a ce que vous avez déjà reçu? Mais voyons, avec quoi sommes-nous venus en espérant quoi? Il est maintenant très difficile de rester diplomatique et en même temps compréhensible pour vos téléspectateurs. Il y a eu plusieurs insinuations sur le fait que la Chine soutient l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Aujourd'hui, mon collègue chinois a dit très clairement et à plusieurs reprises que la position de soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine est inviolable pour la Chine. C'est très important parce qu'à l'avenir, lorsque les processus diplomatiques seront en cours et que la formule de paix sera élaborée, le respect de l'intégrité territoriale est un principe de base de tout règlement pacifique. Le deuxième a été un moment diplomatique très important. J'ai parlé de l'importance d'une paix juste
et pas de n'importe quelle paix. Et mon collègue chinois a lui-même ajouté qu'une paix juste et durable est très importante, car c'est généralement nous qui disons constamment que la paix doit être stable, c'est-à-dire durable et juste. C'est important. Aujourd'hui, nous avons reçu un signal clair selon lequel la Chine ne cherche pas de solution temporaire, de cessez-le-feu temporaire, mais travaille à une solution stratégique permanente au problème de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Et c'est également un signal très positif. Eh bien, nous avons parlé de certaines choses. Je pense que ce n'est tout simplement pas encore le moment pour nous d'en parler publiquement. Mais ces deux positions de départ respectent l'intégrité territoriale et la paix durable et juste. Si elles restent à la base de l'approche chinoise de la fin de la guerre et de la restauration de la paix, tout ira bien. Dites-moi, mettons-nous exactement le même sens, nous et les Chinois, dans la signification du mot équitable, en l'occurrence. Je me souviens des déclarations de la Chine lorsqu'elle a déclaré qu'il était injuste d'imposer des sanctions à une seule partie au conflit. Avons-nous élargi le concept de justice? Qu'entendons-nous et qu'entendait-il? Laissez faire les diplomates. C'est bien. Bien sûr, une grande partie de notre conversation sera laissée aux diplomates. Mais avez-vous eu le sentiment que la Chine pouvait prendre le parti de l'Ukraine? La Chine ne se tiendra qu'aux côtés de la Chine. Ceux qui croient que la Chine sera aux côtés de la Russie ou de l'Ukraine se trompent profondément et regardent trop superficiellement la vision stratégique globale de la Chine pour l'évolution de la situation. Dans le monde, pas seulement en Ukraine. Aujourd'hui, une partie très importante de la conversation a été consacrée au développement des relations bilatérales entre l'Ukraine et la Chine dans les domaines économiques et commerciaux. Et il y a eu un signal très clair que la Chine considère les relations bilatérales entre l'Ukraine et la Chine, en dehors du contexte de tout processus prenant lieu, en dehors du contexte de leurs relations avec la Russie, en dehors du contexte de nos relations avec les États-Unis ou de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Cela signifie que la Chine comprend clairement que les relations avec l'Ukraine, en tant que pays européen indépendant, constitueront une direction distincte de la politique étrangère de la Chine, et à cet égard, en fait, je répondrai en partie à votre question car ils ne le pensent pas. Soyons du côté de la Russie ici, aux côtés de l'Ukraine. Ils ont toujours défendu fermement les intérêts de la Chine pendant des milliers d'années et continueront de défendre exclusivement les intérêts de la Chine pendant des milliers d'années. Vous savez, il y a peut-être une idée très primitive de l'axe du mal et de l'anticipation de la Troisième Guerre mondiale, le regroupement de certains pays suffisamment forts, suffisamment grands, influents dans leur capacité de défense, dans l'augmentation de la production de défense. Nous comprenons parfaitement que les armes ne sont pas accumulées pour rien, comme l'expérience de la Russie l'a déjà prouvé. Dans quelle mesure la Chine ressemble-t-elle aujourd'hui à un pays qui se prépare à une grande guerre? Il me semble que si l'on examine la dynamique de la croissance des dépenses de défense dans le monde, on constate que partout il y a une croissance presque folle. Personne ne dit ouvertement à quoi il se prépare, mais l'instinct nous dit que si l'on veut la paix, il faut se préparer à la guerre. C'est-à-dire qu'il est plus facile de défendre la paix quand on est armé. Je pense donc que votre question est magnifiquement ambitieuse, mais ma tâche n'est pas de générer des titres racoleurs sur la Troisième Guerre mondiale.
Je peux seulement dire qu'il y a une augmentation folle des dépenses de défense dans le monde entier. Et c'est une tendance générale provoquée principalement par l'agression russe contre l'Ukraine et les processus qui ont été lancés. Mais déclencher une guerre ou ne pas la déclencher dépend toujours de la décision d'individus spécifiques. Et donc personne ne devrait penser ou parler de l'inévitabilité de la Troisième Guerre mondiale. Tout est complètement évitable. Nous devons juste prendre des décisions responsables et travailler avec tout le monde. Qu'avez-vous dit à propos de la Russie? Vous ne pouviez pas faire autrement que de parler de la Russie? La vérité. Que peut-on dire de la Russie? Il me semble qu'il y a tellement de choses à dire que même 3 heures de réunion n'ont pas suffi. Mais en fait, vous pouvez décrire la Russie en quelques mots si nous parlions à l'un de nos compatriotes. Nous pourrions la décrire en un mot, mais pas en quelques mots, mais nous avons parlé tel quel. Je peux dire que j'ai donné à mon collègue des faits spécifiques qui réfutent les récits spécifiques de la propagande russe sur la guerre en Ukraine. Par exemple, sur la marche invincible de l'armée russe à travers le territoire de l'Ukraine, que les Russes assurent constamment à tout le monde qu'ils atteindront leurs objectifs militaires, qu'ils se débrouillent bien et qu'ils vont de l'avant. Ils avancent maintenant très lentement, ils ont changé de tactique, mais dans quelle mesure? Ils n'ont pas changé de tactique. C'est l'armée ukrainienne qui les a forcés à changer de tactique. Ne sous-estimons pas nos propres mérites, car en Ukraine, tout le monde est toujours merveilleux, sauf nous. Je me demande dans quelle mesure nous avons compris ce que nous avons dit à propos de la Russie, ce que la Chine dit à propos de la Russie, et dans quelle mesure ce moment où nous étions enclins à négocier a-t-il été? Personne ne nous persuadera de négocier, car il est impossible de nous persuader. Et nous prendrons nous-mêmes toutes les décisions. Faites attention même à la rhétorique de nos partenaires qui nous aident avec des armes et de l'argent. Ils disent toujours clairement que l'Ukraine elle-même devrait prendre des décisions avec qui, quand et sous quel format les négociations. Et ce ne sont pas que des mots diplomatiques, c'est une vraie position. En 2022, nous parlions exclusivement de la victoire de l'Ukraine. Aujourd'hui, la rhétorique des pourparlers de paix est encore plus fréquente. Voyez-vous des moyens de parvenir à la victoire de l'Ukraine par la diplomatie? Je pense que le mot « maintenant » n'est pas nécessaire ici, parce que nous sommes dans le processus. Nous voulons toujours tout en même temps, et je suis comme ça. D'ailleurs, j'ai fait ce parallèle avec la Chine aujourd'hui lors des discussions. J'ai dit que la Chine est un modèle, peu importe qui vous prend quelque chose, si vous avez une stratégie, de la patience et des ressources, vous récupérerez tout jusqu'au dernier mètre carré. Y a-t-il eu une concurrence entre les plans de paix? En conversation, non. Mais entre la publication de cette déclaration brésilienne et chinoise et le sommet sur la formule de paix, et après ces événements, nous pensons que c'est contre-productif. Nous exhortons à chercher ce qui se concentre sur ce qui unit et non sur ce qui divise. Nous avancerons avec la mise en œuvre de la formule. Il n'y a pas de sens à dire si c'est moi ou quelqu'un d'autre, à rassembler plus de pays de soutien. Il faut se concentrer sur la résolution de problèmes concrets. Tel est l'état d'esprit à Kiev. Et en fait, c'était l'ambiance de nos négociations. Nous savons que le deuxième sommet de la paix est en cours de préparation, mais les représentants chinois sont-ils prêts à participer à cet événement important pour l'Ukraine? Vivons jusqu'au deuxième sommet de paix et nous verrons alors. Mais il y a une question plus large sur l'existence de la confiance et de la compréhension entre l'Ukraine et la Chine
dans la vision du chemin vers la paix. Pour nous, par exemple, l'intégrité territoriale de l'Ukraine semble être une chose bien établie, mais par exemple, dans le document brésilien-chinois, ces mots ne sont pas présents. Et aujourd'hui, nous avons demandé pourquoi, et nous avons reçu l'assurance que la position de la Chine sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine restait inchangée. La confiance et, par conséquent, la capacité à résoudre conjointement les problèmes les plus complexes repose sur la communication. Et c'est pourquoi nous avons noté positivement aujourd'hui que nous avons eu des conversations entre le président Zelensky et Xi Jinping, des consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères, et maintenant que la visite du ministre a eu lieu, nous devons donc parler constamment afin de construire la confiance sur la base de laquelle les décisions peuvent être prises, en commençant par la question de savoir qui est impliqué dans quoi, et en terminant par la résolution des questions purement pratiques de la guerre et de la paix. Il me semble qu'au cours de cette période de guerre active, de guerre à grande échelle, nous nous sommes habitués au fait que nous sommes devenus dépendants, dans un sens, de ce soutien du monde. Il est important pour nous d'être soutenus ici, soutenus ici. On dit souvent que la Chine ne nous a pas soutenus, qu'elle n'est pas venue au sommet. Comment allons-nous ressentir le soutien concret de la Chine? Je pense que l'opinion en Ukraine a toujours été trop dépendante de l'opinion en dehors de l'Ukraine. Nous avons toujours regardé qui disait quoi sur nous dans le monde et qui pense quoi. C'était l'un des problèmes de la construction de notre État. Je ne pense pas que nous ne soyons pas capables de nous défendre. Ce n'est pas une histoire simple, mais nous devons comprendre que nous devons toujours conserver la capacité de nous défendre et de gagner, même si nous nous retrouvons seuls face à l'ennemi. Cela n'arrivera pas, mais c'est un postulat très important. Parce que si vous acceptez la thèse que vous ne pouvez pas gagner sans les autres, alors vous finirez par devenir dépendant de ces autres et vous perdrez parce que tous les autres ont leurs propres intérêts et vous ne savez pas quels seront ces intérêts demain ou après-demain. Si vous savez que votre intérêt fondamental de survivre et de gagner est clairement fixé dans votre tête, alors vous prenez toutes vos décisions, toute votre stratégie, toutes vos activités d'État sont construites de manière à ce que vous ayez une chance de gagner, même si vous restez seul. La question du soutien militaire a-t-elle été soulevée? Le soutien militaire de la Chine à la Russie. J'entends par là des biens ou des pièces susceptibles de servir à la guerre. Disons qu'aujourd'hui, mon collègue chinois et moi-même n'avons pas eu de sujet tabou. Je vais utiliser un terme de la correspondance diplomatique sino-russe. Je n'ai pas dit que nous avons parlé, j'ai dit qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de sujet tabou. C'est un sujet qui intéresse beaucoup les Ukrainiens dans le domaine de la diplomatie. Il me semble qu'au cours des 2 dernières années, vous avez déjà eu plus d'une fois l'occasion de vous assurer que la diplomatie ukrainienne ne vous trahira jamais et qu'elle défendra toujours fermement les intérêts de l'Ukraine. Aujourd'hui, la position de l'Ukraine a été utilisée comme argument en faveur de notre entrée dans l'Union européenne. Pourquoi cet argument a-t-il été choisi et dans quelle mesure a-t-il fonctionné selon vous? Parce que l'Union européenne est d'une importance cruciale pour la Chine en tant que partenaire, en tant que marché, en tant que l'une des politiques, comme il est à la mode de le dire, du monde, et pas seulement sur la question de la guerre et de la paix, mais aussi sur la question de l'économie commerciale. Dans d'autres domaines, l'Ukraine agira en tant que membre de l'Union européenne et la Chine s'y prépare et examine ses possibilités, y compris ses relations avec l'Ukraine,
c'est-à-dire avant tout qu'elles sont envisagées dans un format purement bilatéral, mais au deuxième niveau d'analyse, il regarde déjà l'Ukraine, futur membre de l'UE, ce qui doit être fait maintenant, et ce qui peut être fait maintenant, en fonction de ce qui correspond au renforcement des relations entre la Chine et l'Union européenne. L'Union est un sujet très important et un sujet très travaillé. Vous savez, il y a une opinion selon laquelle la Chine serait intéressée à devenir une plateforme de négociation entre la Russie et l'Ukraine précisément pour renforcer sa position diplomatique dans le monde. Et dans quelle mesure est-ce possible maintenant? Dans quelle mesure le considérez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous disposons d'une plateforme appelée la Formule pour la paix en Ukraine. Et autour d'elle, nous voyons le processus de structuration des négociations et des accords de paix. Nous ne pouvons que saluer le désir de la Chine de contribuer à ce processus. Toutes les options sont ouvertes et nous sommes prêts à en parler. C'est pourquoi le thème de la paix en Ukraine était le thème clé des négociations aujourd'hui. Chaque pays poursuit son propre intérêt. Un pays comme la Chine le fait certainement. Il serait insensé de penser qu'il ne revendique pas un rôle de premier plan. C'est un désir tout à fait naturel, mais la vie le montrera. Avez-vous obtenu ou non le résultat escompté? Qu'avez-vous obtenu à l'issue des négociations? J'en suis ressorti satisfait et avec l'envie de fumer. Nerveux? Je n'ai tout simplement pas fumé depuis longtemps. Dites-moi de quoi nous parlons en ce moment, quand aura lieu la prochaine réunion, et quelle est son importance pour l'Ukraine et la Chine. Il y aura certainement des contacts diplomatiques. Nous avons convenu avec mon collègue que nous poursuivrons les contacts dans quel format, à quel niveau il s'agit déjà d'une question que nous discuterons plus en détail, mais je pense que le fait qu'en principe nous soyons ici, que ce fut une conversation longue, la plus longue et la plus significative de toutes celles que nous avons eues auparavant, parle de lui-même. Qu'est-ce qui a changé pour l'Ukraine après les négociations, d'après ce que vous voyez? Je comprends les résultats à long terme des négociations diplomatiques, mais néanmoins, le pays qui a une influence sur la situation a beaucoup mieux entendu la position et les arguments de l'Ukraine et en tiendra compte dans ses prochaines actions. Le ministère des Affaires étrangères a publié une déclaration sur les résultats de la réunion, indiquant que l'Ukraine a accepté des pourparlers avec la Russie, comme cela a été réellement dit. Ils ont été publiés par le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine. Ils disent très clairement que j'ai informé mon collègue de la formule de paix, de la façon dont le sommet s'est déroulé et des prochaines étapes. J'ai dit que, dans ce contexte, nous n'excluons pas du tout des négociations avec la Russie. Mais tout d'abord, le langage des ultimatums est inacceptable pour nous. Deuxièmement, nous avons besoin de négociations dans lesquelles la Russie se comportera de bonne foi. Il existe un terme humain et juridique très simple en droit international, les négociations de bonne foi, et jusqu'à présent, il n'y a pas de conditions pour cela. Enfin, pour de telles négociations, en fait, si vous lisez non pas les gros titres, mais le message sur le site web du ministère chinois des Affaires étrangères, ce point y est également reflété. Merci beaucoup pour cette conversation et nous espérons que nous, Ukrainiens, ressentirons les résultats de cette réunion et d'autres réunions sur nous-mêmes.